Exercice sur les débuts de l'électron en physique. Dans cet exercice, on va s'intéresser à deux scientifiques, M. Thomson et M. Millikan. Le problème posé par la nature des rayons cathodiques à la fin du XIXe siècle fut résolu en 1897 par M. Thomson. Il s'agissait des particules chargées négativement, baptisées par la suite électrons. Et la découverte de l'électron valut à M. Thomson le prix Nobel de physique en 1906. Le défi pour les scientifiques de l'époque fut alors de déterminer les caractéristiques de cette particule, sa charge et sa masse. Et dans un premier temps, Thomson lui-même, en étudiant la déviation d'un faisceau d'électrons dans un champ électrique, put obtenir le rapport de la charge de l'électron divisé par la masse de l'électron. Voilà. Et c'est cependant l'Américain Millikan qui, réalisant de multiples expériences entre 1906 et 1913 sur des petites gouttelettes d'huile, détermine la valeur de la charge de l'électron. Donc les valeurs admises actuellement, nous les voilà. Et dans cet exercice, on vous dit qu'on va traiter deux parties en fait sur ces deux premiers physiciens. Donc le premier, c'est M. Thomson, et on vous dit que lors de ses recherches dans un laboratoire de Cambridge, il conçoit un dispositif dans lequel un faisceau d'électrons est dévié lors de son passage entre deux plaques où règne un champ électrique. La mesure de la déviation du faisceau d'électrons lui permet alors de déterminer le rapport de la charge sur la masse de l'électron. L'étude suivante porte sur le mouvement d'un électron du faisceau qui pénètre entre deux plaques parallèles et horizontales, P1 et P2, que nous voyons ici. L'électron arrive au niveau du point O, et dans une zone où règne un champ électrique, supposé uniforme et perpendiculaire aux deux plaques. Bon, pour l'instant, on ne sait pas le sens. On sait juste qu'à l'instant t égale 0, l'électron arrive au point O avec une vitesse initiale V0 horizontale. La trajectoire de l'électron dans le repère est repérée par le repère OXY, et on voit qu'il est dirigé vers le haut. L'électron, donc c'est notre système, il a une masse ME, donc on va déterminer la valeur, et une charge Q qui est égale à moins E, puisque l'électron est chargé négativement. Ce système est placé dans un référentiel terrestre, supposé galiléen, et on vous dit que finalement cet électron n'est soumis qu'à une force électrostatique Fe. Sur le schéma ci-dessus, à côté donc représenté sans souci d'échelle et en justifiant deux vecteurs. Tout d'abord le vecteur Fe en un point de la trajectoire de l'électron, ainsi que le champ électrique E en un point quelconque situé entre les plaques P1 et P2. Alors pour répondre à cette première question, nous voyons que la trajectoire de l'électron est orientée vers le haut, donc est dirigée plutôt vers la plaque P1, et ce qui signifie du coup que on pourrait dire que l'électron, en un certain point, est dirigé vers le haut, donc est donc soumis à une force électrique orientée vers le haut. Donc la force Fe est orientée vers le haut du fait de la déviation vers la plaque P1. On peut dire aussi que l'électron est chargé négativement, ce qui fait que, comme l'électron étant chargé négativement, on peut dire que la force électrique Fe est égale à moins E, étant donné que l'électron est chargé négativement, moins E fois grand E. Ce qui signifie que les deux vecteurs, Fe et E, sont en même direction, mais sont de sens contraire du fait de la charge négative. Donc on peut dire que le vecteur E peut s'écrire sous cette forme-là. Donc on peut dire que le vecteur E est vertical vers le bas, donc dirigé de P1 vers P2, et donc à une direction verticale. Voilà pour la première question. Question 1-2. En utilisant la deuxième loi de Newton, déterminer les équations horaires x de t et y de t du mouvement de l'électron.
Donc, pour répondre à cette question, nous partons donc de la deuxième loi de Newton. Donc, cette deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces appliquées au système est égale au produit de la masse multiplié par l'accélération. La seule force qui agit sur notre système électron, c'est la force électrique. On vient de dire qu'il est égal à moins E fois grand E. Et donc, on sait que cette force électrique est égale, d'après la deuxième loi de Newton, à la masse de l'électron multipliée par l'accélération donnée par l'électron. Donc voilà la deuxième loi de Newton. De cette deuxième loi, on peut en déduire l'expression du vecteur accélération. Ce vecteur accélération, donc on pourra dire, est égal à moins E fois grand E sur M. On voit que le vecteur E est donc dirigé vers le bas, donc est opposé au vecteur J, et le vecteur FE, lui, est vers le haut. Donc, étant donné que A et E sont de sens opposé, donc A, le vecteur A, a la même direction et le même sens que le vecteur FE. Les deux vecteurs sont donc collinéaires. Ce qui nous donne les composantes suivantes. AX égale à 0, puisque il n'y a pas d'accélération sur l'axe horizontal. La seule accélération a lieu sur l'axe vertical. Donc on aura une composante AY qui sera donc égale à moins petit e fois le champ électrique E sur petit m. Voilà pour la composante AY de l'accélération. Or, on sait que l'accélération, c'est aussi égal à la dérivée de la vitesse, du vecteur vitesse, par rapport au temps. Donc, en réalisant la primitive ou en intégrant, on peut donc en déduire les coordonnées du vecteur vitesse, c'est-à-dire la composante Vx et la composante Vy. Donc la composante Vx va se déterminer grâce à Ax, donc la primitive de 0, dont on sait que c'est une constante, donc on va l'appeler C1. Et ainsi que la primitive de AY, ça va nous donner donc moins petit e fois grand E sur M multiplié par le temps, plus une constante C2. Les constantes sont déterminées par rapport aux conditions initiales. Donc les conditions initiales sont définies par le schéma précédent. On voit donc que au niveau vitesse, la seule vitesse initiale, c'est V0, qui est donc horizontale, dirigée selon l'axe OX, et selon OY, on voit que la vitesse est nulle. Ce qui veut donc dire que à t égale 0, Vx égale C1, et à t égale 0, Vx, on vient de dire, est égal à 0. Donc C1 égale à 0. Donc ça signifiera donc que Vx est bien égal à 0. Pardon, donc qu'est-ce que je dis non, Vx égale V0, pardon. V0, donc ce qui signifie que Vx égale V0. Puisque la composante de la vitesse à t égale 0 est bien égale à V0 selon l'axe horizontal. Par contre, selon l'axe vertical, on voit que à t égale 0, moins E fois grand E sur M fois 0, ça fera 0, plus C2. Et donc à t égale 0, Vy par contre égale à 0. Donc C2 égale à 0,
ce qui signifie que la composante Vy est donc égale uniquement à moins E fois grand E sur petit m fois t. Voilà les deux composantes du vecteur vitesse. Et enfin, on sait que OM, le vecteur position, est donc à deux composantes, x, y. Et on sait aussi que OM, par définition, c'est aussi égal à d. On sait aussi que la vitesse, est égale à d de OM sur dt. Donc, connaissant la formule de la vitesse, étant donné que c'est la dérivée de la position par rapport au temps, connaissant les composantes Vx et Vy, par intégration, on peut déterminer les coordonnées x et y. Donc, la primitive d'une constante, V0, sera donc V0 fois t, plus une nouvelle constante qu'on appellera C3. Et enfin, la primitive de Vy nous donnera y. Ça va donc s'écrire moins E grand E sur 2m, puisqu'on fait 1 demi, fois t carré, plus une constante qu'on appellera C4. Alors pour déterminer ces constantes, on a besoin de connaître les conditions initiales. On revient sur notre schéma de départ. À t égale 0, on voit que x égale à 0, y égale à 0. Donc, à t égale 0, V0 fois 0, ça fera 0. Donc ça fera x égale C3, mais à t égale 0, x est aussi égal à 0. Donc, C3 égale à 0. De même, si on remplace t par 0, y égale 0 plus C4. Mais on sait que y à t égale 0 est aussi égal à 0, donc C4 est là aussi égal à 0. Donc on en déduit les coordonnées x et y du point. Donc x égale V0 fois t et y égale moins petit e fois grand E sur m fois t carré. Et voilà les équations horaires du point au cours de son mouvement. Et enfin, donc question 1.3, on va se servir de ces équations horaires pour pouvoir déterminer ce qu'on appelle l'équation cartésienne, c'est-à-dire l'équation de la trajectoire de l'électron. Alors pour déterminer l'équation de la trajectoire de l'électron, on a ici un système de deux équations à deux inconnues, et on veut exprimer y en fonction de x. Donc pour cela, il faut substituer le temps t par x. Donc pour cela, on va utiliser la première équation qui va nous donner le temps, c'est-à-dire t égale x sur v0. Et on remplace le temps dans la deuxième expression, ce qui va nous donner y égale moins petit e sur grand E sur m, multiplié par, alors t au carré, ça sera donc x2, x au carré sur v0. Et on a bien donc l'expression qui nous est demandée, y en fonction de x. Et là, on a bien l'équation d'une parabole, puisqu'on a du style y égale a fois x2. Donc, comme l'énoncé nous demandait dans la question. Question 1.4. À la sortie de la zone, entre les plaques P1 et P2, l'électron a subi une déviation verticale. On voit ici la déviation qu'on appellera SH. Et on mesure SH, qui est égal à l'ordonnée du point de sortie, qui vaut 2 10 moins 2 mètres. Et on nous demande de déterminer dans cette expérience la valeur
du rapport E sur ME de l'électron et conclure. Alors pour cela, on nous donne la longueur des plaques, la vitesse V0 initiale de l'électron, ainsi que la valeur du champ électrique, qui vaut donc 1,6 10 puissance 4 volts mètre moins 1. Alors pour répondre à cette question 1,4, on reprend donc l'équation trouvée précédemment, mais on l'applique au point S, c'est-à-dire qu'on va chercher Y au point S. Donc l'équation nous dit que c'est égal à petit e fois grand E sur 2m E, puisque c'est la masse de l'électron, multiplié par x au carré. Alors x au carré, ça sera donc L carré, puisqu'on a parcouru une distance grand L, c'est la distance, la longueur des plaques en fait, divisé par V0 au carré. Voilà. On veut le rapport E sur ME que l'on voit ici. Donc on est obligé d'isoler E sur ME et de transformer l'expression. Alors pour déterminer ce rapport, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh ben, on va obtenir le 2 et le V0 carré passent au numérateur, ce qui va donc nous donner 2 fois YS multiplié par V0 carré divisé par E fois L au carré qui passera au dénominateur. Voilà l'expression littérale du rapport petit e sur la masse de l'électron. Donc si on fait le calcul, ça nous permet d'obtenir donc 2 multiplié par YS qui vaut 2 10 moins 2, 2,0 10 moins 2, multiplié par V0 au carré. Donc V0 c'est 2,4 10 puissance 7, on a dit. 2,4 10 puissance 7. Mais attention, on n'oublie pas de mettre la vitesse au carré. Et on divise tout par le champ électrique qui vaut 1,6 10 puissance 4. Multiplié par la longueur des plaques qui vaut 9 10 moins 2. Et on n'oublie pas de mettre cette valeur au carré. Le calcul nous donne, si on tient compte de la plupart des chiffres significatifs, donc on voit que on obtient ici, on va donner le résultat avec 2 chiffres significatifs, puisqu'on a 2,0, 2,4, 9,0, 1,6. Ça va donc nous donner 1,8 fois 10 puissance moins 11. Alors ça va se mesurer du coup en quoi? Une charge c'est en coulombs, une masse est en kilogrammes, donc ça sera des coulombs par kilogramme. Alors si on devait calculer le rapport E sur ME avec les valeurs données dans l'énoncé, les valeurs exactes, je vous montre les valeurs exactes. Si on fait le rapport E, donc cette valeur-là, divisé par cette valeur-là, en tenant compte de tous les chiffres significatifs, cela nous permettrait d'obtenir une valeur théorique. Donc théorique égale à 1,75 88 201 fois 10 puissance moins 11 coulombs
par kilogramme. Alors si on regarde nos deux valeurs, 1,75, si on arrondit, 1,8, les deux valeurs sont parfaitement concordantes. Alors seul le nombre de chiffres significatifs va changer, mais on a le même ordre de grandeur au niveau des deux valeurs. Donc voilà pour la première expérience. L'expérience numéro 2 est celle réalisée par M. Millikan. Alors l'objectif de Millikan est de montrer qu'un corps chargé ne peut porter qu'une charge électrique multiple d'une charge élémentaire. Alors quel est le principe? Le principe, le voilà. Donc en fait, on va essayer de décrire cette expérience. Alors qu'est-ce qu'on vous propose? Millikan pulvérise des petites gouttelettes d'huile, mais qui sont chargées négativement. Et elles sont chargées par irradiation entre deux plaques planes où règne un champ électrique, et on les observe à l'aide d'un microscope. Alors sa méthode consiste à immobiliser les gouttelettes en augmentant le champ électrique jusqu'à ce que le poids de la gouttelette soit compensé par la force électrostatique. Millikan parvient ainsi à obtenir une valeur approchée de la charge élémentaire. Donc il trouve à peu près 1,591 10-19 coulombs, qui est très proche de la valeur admise aujourd'hui. Donc voilà son système. Le pulvérisateur produit un nuage de petites gouttelettes d'huile chargées négativement qui tombent dans une chambre supérieure du dispositif. Et lorsque l'une d'elles passe au travers du trou T, elle tombe verticalement avec une vitesse constante V1. Son poids étant très vite compensé par la force de frottement exercée par l'air. Et lors de cette première étape, la chute verticale de la gouttelette dans l'air, en l'absence de champ électrique, est observée avec un petit microscope qui va se placer ici et permet donc de déterminer le rayon R de la gouttelette qui n'est pas mesurable directement. Ensuite, dans une deuxième étape, lorsque la gouttelette parvient en bas du dispositif ici, donc entre les plaques A et B, un champ électrique uniforme est créé et la gouttelette remonte alors verticalement avec une vitesse constante V2. Et la charge électrique portée par la gouttelette est ensuite déduite des mesures des vitesses V1 et V2. Donc voilà l'expérience proposée par Millikan. Alors, lors de son expérience menée au laboratoire, une gouttelette de masse petit m et de charge Q négative arrive entre les plaques A et B. Alors, on vous dit que la poussée d'Archimède est négligée. La gouttelette étudiée est soumise donc à son poids, à la force de frottement qui est donnée par cette relation, dans laquelle la viscosité intervient, c'est eta, le rayon de la gouttelette aussi, ainsi que la vitesse de la gouttelette. On donne la masse volumique de l'huile, on donne petit g et on donne la valeur de la viscosité de l'air. Donc on va d'abord dans un premier temps étudier la chute verticale de la gouttelette avant qu'elle rentre dans le champ électrique. Lors de la chute de la gouttelette, en l'absence de champ électrique, on vous demande d'écrire la relation vectorielle entre la force de frottement et le poids lorsque la vitesse constante V1 est atteinte. Et ensuite en déduire une expression de V1. Donc du coup on s'aperçoit que la gouttelette est donc animée d'une chute libre. Elle possède un mouvement rectiligne uniforme, puisqu'on vous dit qu'au bout d'un certain temps sa vitesse devient constante. Donc on étudie le mouvement de la gouttelette lorsque son mouvement devient rectiligne uniforme dans le référentiel du laboratoire. Comme le mouvement est rectiligne uniforme, on sait qu'on peut appliquer la première loi de Newton, qu'on appelle aussi le principe d'inertie, et on sait que les forces exercées sur la gouttelette se compensent. Donc si les forces se compensent, on peut dire à ce moment-là que les deux forces qui sont appliquées, c'est donc petit f plus le poids de la gouttelette. La somme des deux forces est égale à vecteur nul. On peut donc en déduire que le poids de la gouttelette est donc égal à moins la force de frottement. Cette force de frottement s'écrit, comme elle est négative, moins et moins, ça fera plus. Ça fera 6 fois pi fois le coefficient de viscosité
fois le rayon est multiplié par la vitesse, le vecteur vitesse. Donc on voit deux forces opposées, verticales et opposées. Ce qui signifie que, en termes de normes ou de valeur, la norme de P est égale à la norme de F. On sait que P, c'est M fois G. Et on sait que F, c'est 6 fois pi fois la viscosité fois R fois la vitesse. Donc ici, ça sera la vitesse V1. Donc c'est bien V1 puisqu'on est dans la phase où le mouvement est recte et uniforme avec une vitesse constante égale à V1. Et nous, on nous demande justement quelle est l'expression de V1. Donc V1 égale, d'après l'expression précédente, M fois G divisé par tout ça, par 6 fois pi fois le coefficient de viscosité fois R. Voilà l'expression qui nous était demandée. Donc l'expression qui donne V1 en fonction de la masse, de G, de la viscosité et de petit r. Question suivante. Sachant, alors la relation précédente peut également s'écrire sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'on peut la voilà. Donc on vous dit que ρ c'est la masse volumique de l'huile. Déterminer le rayon R de la gouttelette, donc petit r qui est là, sachant qu'elle parcourt lors de sa chute une distance de 2,11 mm pendant une durée delta t égale 10 secondes. Alors, donc ce qu'on doit chercher, c'est le rayon petit r. Donc qu'est-ce qu'on fait? On part de la formule qui nous est donnée. Donc on part de cette formule que je reprends. Voilà. Et on cherche R. Donc pour chercher R, on peut dire aussi que V1, qu'est-ce que c'est que V1? C'est aussi égal au rapport de la distance parcourue sur delta t. On en déduit donc R, donc on a donc R au carré, qui sera donc égal à D multiplié par eta, qui passe en haut, multiplié par 9 aussi, qui passe lui aussi en haut. Donc là, c'est bien petit d. Voilà, divisé par, donc on a ici delta t. Donc ça sera aussi divisé par 2, le 2 passe en bas, fois 2, fois la masse volumique, fois G. Donc ça, c'est R au carré. Et donc si on veut R, pour trouver R, il suffit de prendre la racine carrée de tout ça. Donc c'est-à-dire 9 fois la viscosité fois petit d divisé par 2 fois delta t fois G fois ρ. Et donc, il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique pour déterminer le rayon de la gouttelette. Donc, si on calcule tout ça, cela nous donne donc 9 fois 2,11 10-3 pour la distance, multiplié par la viscosité qui vaut ici 1,8 10-5. Voilà pour le numérateur, divisé par 2 fois, alors on a 890 pour la masse volumique, on a 9,8 pour G,
et on a 10 secondes pour delta t. Ce qui nous donne donc un rayon de 1,4 10-6 mètres, ce qui signifie que ça nous donne un rayon de 1,4 micromètre pour la taille de la gouttelette d'huile chargée négativement. Question 1.3. Afin de faciliter la mesure au microscope, la gouttelette ne doit pas être trop rapide. En déduire s'il est préférable de sélectionner une grosse gouttelette ou au contraire une petite gouttelette. Donc pour ça, il faut reprendre la formule précédente et regarder donc cette formule-là. Donc d'après l'expression, on sait aussi, donc elle est remarquée ici, hein, on voit que la vitesse dépend de plusieurs paramètres et elle montre que finalement la viscosité ne change pas, la masse volumique ne change pas, G ne change pas non plus, donc ce sont toutes des constantes. Donc la seule variable qui peut changer, c'est uniquement le rayon au carré. Donc si le rayon augmente, la vitesse augmente. Si le rayon diminue, la vitesse diminue. Et donc, comme on souhaite avoir une vitesse beaucoup plus faible, il faudra à ce moment-là choisir des rayons très faibles. Donc, il est préférable d'utiliser des gouttelettes beaucoup plus petites. Et maintenant, on va passer dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie où la gouttelette rentre dans le champ électrique. Et on va s'intéresser à la remontée de la gouttelette. Le champ électrique uniforme étant établi entre les plaques A et B, la gouttelette subit une force supplémentaire, Fe, verticale, et remonte alors avec une vitesse constante V2, atteinte presque instantanément. Et on peut montrer que la charge Q de la gouttelette est donnée par cette formule. Plusieurs mesures ont été réalisées pour différentes gouttelettes et rassemblées dans le tableau du document numéro 3, ce tableau-là. Première question, les gouttelettes 2, ici, et 5 de ce document ont la même vitesse de descente V1. Donc si on regarde, ici on a 1,82, ici on a 1,82. Donc c'est les deux gouttelettes qui ont exactement la même vitesse V1 qui était constante en descente. Mais par contre, la gouttelette 2 a une vitesse de remontée de 1,81 alors que la vitesse V2 de la gouttelette 5 est de 2,53. Donc les vitesses de remontée sont différentes. Donc déterminer sans calcul le rayon de la gouttelette 5, donc on va essayer de justifier, et on va essayer d'expliquer pourquoi leurs vitesses de remontée sont différentes. Donc on a deux choses à expliquer. Alors tout d'abord, pour expliquer ceci, si les vitesses V1 sont identiques, c'est forcément que les rayons des deux gouttelettes sont identiques. Puisque dans la formule, on voit expressément que la vitesse est vraiment proportionnelle au rayon. Donc si on a la même vitesse, on a forcément le même rayon. Donc on peut déjà dire que les deux gouttelettes ont le même rayon, le même volume. Donc ce rayon vaut à peu près, donc, comme celui qu'on a établi tout à l'heure, à peu près 1,4 micromètre. Maintenant, si on utilise l'expression de la charge qui est donnée, c'est-à-dire cette formule-là, voilà. Donc en utilisant l'expression de cette charge, on va pouvoir déterminer V2. Donc on va pouvoir exprimer V2, la vitesse de remontée, pour essayer de comprendre pourquoi ces vitesses V2 sont différentes pour ces deux gouttelettes. Donc pour cela, il suffit de modifier cette formule et on obtiendra du style V1 plus V2 qu'on va isoler, qui sera donc égal à Q
donc il sera donc égal à moins Q, fois E sur alors moins Q fois E, divisé par tout ça. Donc divisé par 6 fois pi fois la viscosité fois le rayon. Ce qui donnera donc du coup V2 égale, on fait passer V1 de l'autre côté, ça donnera donc moins Q fois E sur 6 pi fois la viscosité fois le rayon, moins V1. Donc voilà l'expression qui permettra de calculer la vitesse de remontée V2. Alors on remarque alors que si les gouttelettes n'ont pas la même vitesse de remontée, c'est qu'elles possèdent du coup des charges électriques différentes, puisque V1 a la même valeur, E, le champ électrique est le même, 6 c'est une constante, pi c'est une constante, la viscosité c'est une constante, et on a dit que les deux gouttelettes ont le même rayon. Donc le seul paramètre qui varie dans cette formule, c'est la charge Q. Donc l'explication pourquoi les deux gouttelettes n'ont pas la même vitesse de remontée, c'est parce qu'elles n'ont tout simplement pas la même charge électrique. Alors montrer à partir des résultats expérimentaux du document numéro 3 que la charge de ces gouttelettes est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle ne prend que des valeurs multiples d'une valeur de charge élémentaire, qui vaut 1,6 10-19. Alors pour répondre à cette question, il faut se servir des résultats de ce tableau. Donc le voilà. Et on va utiliser la valeur de la charge Q, puisqu'on a dit que, on le voit ici d'ailleurs, que la gouttelette 2 et la gouttelette 5 n'ont pas la même charge. Ici on a moins 8, 10, moins 19, et ici on a moins 9,6, 10, moins 19. Donc ce qu'on va proposer de faire, c'est donc diviser chacune des charges électriques par la charge élémentaire qui vaut 1,6, 10, moins 19. Et si on fait donc 6,4 10-19 divisé par 1,6 10-19, ça va donc nous donner un rapport de 4. Si on divise 8 10-19 par 1,6 10-19, ça nous donne un rapport de 5. Et on peut continuer pour chacune des charges, et on obtiendra à chaque fois un nombre entier. Ce qui signifie que le rapport de la charge, enfin la valeur absolue de la charge, divisé par E, sera toujours égal à un entier. Et donc on peut écrire que la valeur absolue de la charge est égale à un nombre entier multiplié par la charge élémentaire. Donc la charge électrique des gouttelettes est effectivement donc quantifiée. Ok. Et enfin, dernière question. En quoi le protocole de l'expérience effectué par Millikan diffère-t-il de celui de M. Thomson? Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Millikan a observé des gouttelettes chargées électriquement, qu'il a immobilisées en faisant varier le champ électrique, tandis que Thomson a observé la déviation d'un faisceau d'électrons en maintenant la valeur du champ électrique constante. On peut aussi remarquer que le protocole de Thomson néglige les effets de la gravitation, ce qui ne permet de calculer que le rapport E sur M avec M. Thomson, tandis que celui de Millikan les prend en compte, ce qui permet de calculer la charge Q de la particule chargée.